Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous. L'été arrive et avec lui, la 3e saison d'Histoire de vin touche à sa fin. Mais rassurez-vous, l'épisode de cette semaine n'est pas le dernier, mais l'avant-dernier. Car on va s'attaquer à un gros dossier sur lequel il y a beaucoup à dire et beaucoup à décortiquer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast, à liker vos épisodes préférés, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, on va parler de l'une des personnalités à la fois les plus influentes et les plus clivantes du monde du vin, le critique américain Robert Parker. De jeune avocat œnophile autodidacte, le natif de Baltimore est devenu au cours des années 80 le critique le plus puissant, le plus écouté, le plus respecté, mais aussi le plus craint du monde du vin. Grâce à son système de notation sur 100 points et ses notes de dégustation tranchées au vocabulaire direct et explicite, loin des envolées lyriques de la plupart de ses prédécesseurs, la voix de Robert Parker va porter, et elle va porter loin. Dans les années 90 puis 2000, son influence devient tellement importante qu'on l'accuse d'être à l'origine d'un mouvement de fond dans la production même des vins. Un changement stylistique qui tendrait à uniformiser les crus et à gommer le terroir dans les vins. Défenseur indépendant des consommateurs pour les souscripteurs de sa newsletter The Wine Advocate, critique biaisé et imbu de lui-même pour ses détracteurs, considéré comme le chantre d'une standardisation de la production par de nombreux observateurs, Robert Parker est, quoi qu'on en dise, une figure absolument incontournable du monde du vin. Pour mieux comprendre le phénomène et parce qu'il y a beaucoup à dire, j'ai fait le choix de diviser ce récit en 2 parties. Et pour ce 11e épisode, on va d'abord s'intéresser à son histoire et à sa carrière. Pour écrire ce récit, je me suis appuyé sur les guides publiés par Parker lui-même et sur le site web du Wine Advocate, de nombreux articles de presse, mais aussi sur le livre de la journaliste américaine Erin McCoy, The Emperor of Wine, paru chez HarperCollins à New York en 2005, ainsi que sur Robert Parker, Anatomie d'un mythe, par Anna Agostini et Marie-Françoise Guichard, paru chez Scali à Paris en 2007. Voici donc la première partie de l'affaire Parker. Robert McDowell Parker Jr. est né le 23 juillet 1947 à Baltimore, dans l'État du Maryland. Ses parents exploitent une ferme laitière près de la petite ville de Moncton, et dans sa jeunesse, le jeune Robert voit sur la table familiale de l'eau, du lait, des sodas, de la bière, mais jamais de vin. Parker est un adolescent épanoui, digne de ceux qu'on voit dans les séries télé américaines. Il est plutôt beau gosse, charismatique, sportif, il jouera notamment au football au niveau universitaire, et déjà très compétitif, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. En 1967, il traverse l'Atlantique pour la première fois pour rejoindre à Strasbourg une jeune femme du nom de Patricia Hetzel qu'il fréquente depuis l'adolescence. Durant son séjour, il découvre avec plaisir le vin et la gastronomie française, et de retour aux États-Unis, il se plonge avec avidité dans les ouvrages de référence de l'époque sur le vin, d'Alexis Lichine, d'André Simon ou de Frank Schoonmaker. Mais s'il se passionne pour l'histoire des domaines et la diversité des terroirs, il déchante à la lecture des commentaires et des notes de dégustation qu'il trouve poétiques certes, mais aussi lourds, ampoulés et à peu près inutiles pour un client potentiel qui voudrait se renseigner sur une bouteille avant de l'acheter. Comme par exemple, quand Jean-Paul Gardère écrit que « Laffitte est élégant comme Madame Récamier, mais que Latour est plus une héroïne de Rubens. » Du coup, le jeune homme se convainc que la meilleure façon de se faire une idée, c'est encore de goûter les vins par lui-même. Et il monte avec quelques amis un petit club de dégustation dans lequel il commence à faire ses armes. Chacun contribue à l'achat des bouteilles, on goûte à l'aveugle sur un thème donné, et l'on partage ses commentaires. L'un des premiers vins de sa collection sera une Côte-Rôtie 1966 Vidal-Fleury. À l'été 1969, il se marie avec Patricia Hetzel et retourne en France pour visiter les châteaux du Médoc, comme Laffitte, Latour ou Lascombe. Et comme il parle maintenant bien français,
il peut plus facilement se promener dans les vignobles et échanger avec les producteurs. Les années suivantes, il revient dans l'Hexagone pour visiter la Bourgogne et les vignobles du Rhône. Entre-temps, il a fini par se décider, sans grande conviction, pour des études de droit, et après avoir passé l'examen du barreau en 1973, il entre à la Farm Credit Bank comme juriste d'affaires. En 1975, il entame l'écriture d'un guide à l'intention des consommateurs américains, et pour noter les bouteilles, il met au point avec son ami Victor Morgenroth une échelle de notation sur 100 points qui s'articule ainsi. 50 points sont attribués automatiquement pour les efforts nécessaires à la production d'une bouteille. 5 points pour la couleur et l'apparence du vin, sa brillance, sa clarté, bref, l'aspect visuel. 15 points pour les arômes et le bouquet, prenant en compte la complexité, l'intensité et la finesse aromatique. 20 points pour le goût et la finale, c'est-à-dire l'aspect structurel du vin, tanin, acidité, alcool, etc., son équilibre, sa matière, sa longueur en bouche. Et enfin, 10 points d'appréciation globale octroyés en fonction de la qualité du vin à un moment donné, mais aussi de son potentiel de développement. Dans un pays habitué aux notations sur 100 points dans le système scolaire, cette échelle parle bien plus que la traditionnelle évaluation sur 20 points utilisée en France ou en Angleterre. L'idée de Parker est de lancer un newsletter qui serait envoyé par voie postale à des souscripteurs qui paieraient pour l'opinion indépendante et impartiale sur les vins d'un dégustateur expérimenté, non affilié à l'industrie. Aussi, en 1978, il obtient auprès de plusieurs cavistes et de groupes d'amateurs des listes de contacts à qui il va envoyer gratuitement sa première newsletter. 6500 exemplaires d'un document imprimé sur un papier un peu jaune qui rassemble des notes de dégustation et des recommandations de vin avec le détail des cavistes chez qui les trouver et qui s'appelle The Baltimore Washington Wine Advocate. Pour que les destinataires de la newsletter se fassent immédiatement une idée précise de son échelle de notation, Parker y explique comment interpréter les scores tout en insistant sur l'importance de lire les commentaires de dégustation qui les accompagnent. Moins de 60 points, ce sont les vins à éviter. De 60 à 64, des vins qui présentent des défauts notables. De 65 à 74, niveau moyen. De 75 à 79, des vins au-dessus de la moyenne. De 80 à 89, très bon. De 90 à 95, exceptionnel. Et de 96 à 100, extraordinaire. Dans cette première édition, très peu de vins dépassent les 90 points, et comme il n'a pas sa langue dans sa poche et qu'il se présente en critique indépendant chantre de l'honnêteté, il n'hésite pas à égratigner même de grands noms. Ainsi, le millésime 1973 de Château Margaux obtient la note calamiteuse de 55 sur 100, avec ce commentaire sans concession « Terrible wine ». Et il faut bien reconnaître que le millésime a été très compliqué à Margaux, comme à Bordeaux en général. En 1977, sa notoriété reçoit un coup de boost quand sa newsletter fait l'objet d'un article dans le Washington Post, le célèbre journal américain à grand tirage qui a exposé le scandale du Watergate quelques années auparavant. 4 ans plus tard, ce même journal lui offrira sa propre rubrique. À partir de 1978, Parker voyage 2 fois par an en France et notamment à Bordeaux, mais il ne se concentre pas uniquement sur les vins français. Et dans le 10e exemplaire de la newsletter, simplement rebaptisé The Wine Advocate, il fait les éloges de vins californiens comme le Caymus 1975. En espérant que l'émergence d'une telle qualité à l'étranger, je cite, stimule des producteurs français léthargiques. Or, si le commentaire peut sembler acerbe, excessif, voire franchement déplacé, il faut se replacer dans le contexte de l'époque pour le comprendre et réaliser que Parker n'avait peut-être pas tout à fait tort. À la fin des années 70, la France viticole sort d'une décennie très difficile, mais qui avait pourtant bien commencé dans le plus grand de ses vignobles AOC, Bordeaux. Le millésime 70 est non seulement de très bonne qualité, mais il est aussi abondant, et les négociants bordelais qui ont bien acheté auprès des châteaux dégagent de solides profits. Aussi, l'année suivante, les châteaux veulent profiter de l'embellie, et ils augmentent leur prix malgré un millésime de qualité un peu inférieure.
L'émergence du marché américain qui commence à consommer plus de vin attire de nouveaux acheteurs et le millésime se vend assez bien malgré des prix plutôt élevés. Les deux millésimes suivants, de 72 et 73, sont encore plus décevants en termes de qualité, mais les prix continuent d'augmenter dans une fuite en avant qui a tout d'une bulle, tant les acheteurs professionnels sont convaincus que les prix ne peuvent que continuer à monter. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ces hausses de prix déconnectées de la réalité selon le critique anglais Hugh Johnson, voire même cataclysmiques selon le directeur des vins de Christie's, Michael Broadbent. Concomitamment, une réforme fiscale sur la taxation des stocks pousse les châteaux à se délester de leurs réserves de vieux millésimes et les ventes aux enchères se multiplient. On se retrouve donc avec un marché où l'offre de vieux millésimes explose, alors que les jeunes vins de qualité moyenne sont très chers, et le choc pétrolier de 1973 va faire basculer dans la crise un système en équilibre précaire. Les commandes s'effondrent, négociants et châteaux se retrouvent pris à la gorge, et pour couronner le tout, un scandale de fraude à l'origine sur des bouteilles de la maison Cruz, l'un des plus grands négociants, va venir écorner un peu plus l'image de Bordeaux. Et ce n'est probablement pas un hasard si c'est à cette époque qu'une dégustation a priori sans enjeu organisée par un jeune caviste anglais dans la capitale française en mai 76 va voir deux vins américains l'emporter face à des fleurons du vignoble français dans une dégustation à l'aveugle rassemblant les plus grands experts de l'époque. Ce jugement de Paris, dont je vous avais raconté l'histoire dans le premier épisode de la deuxième saison, est peut-être symptomatique du fait que la France viticole de cette époque se repose un peu trop sur ses acquis. Alors même que les petits vignerons souffrent et ont du mal à survivre face aux importations de vins étrangers, un problème soulevé dès 1972 à l'Assemblée nationale par le député du Gard Roger Roucaute et qui mènera aux tristement célèbres émeutes du Languedoc en 1976, d'autres producteurs et négociants peu scrupuleux profitent de la notoriété d'appellations bien connues du grand public pour vendre des vins médiocres à des prix trop élevés. Cette dérive, elle sera notamment dénoncée dans le film comique L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès, réalisé par Claude Zidi en 1976, dans une scène où Charles Duchemin, alias Louis de Funès, se fait servir un Beaujolais tout juste buvable. Les producteurs historiques eux-mêmes ne passent pas au travers des gouttes, et il s'en faut de très peu que Château Margaux, pourtant premier grand cru classé en 1855, ne soit vendu à la découpe avant son rachat par un armateur grec en 1977. Dans ce contexte perturbé, où il est difficile de naviguer à travers les systèmes des appellations avec de grandes disparités qualitatives d'un domaine à l'autre et de nombreux grands noms qui ne performent pas au niveau que l'on pourrait attendre, l'arrivée sur le marché américain émergent d'une voix nouvelle, sans attache avec la filière, et qui s'autorise à célébrer ou au contraire à critiquer ouvertement les vins, va bousculer l'establishment et amener un vent de fraîcheur qui va plaire à ces nouveaux consommateurs. Le vignoble bordelais espère le grand millésime qui va le remettre sur les rails, et Robert Parker, lui, attend l'occasion de se démarquer une fois pour toutes de la concurrence des autres critiques et de frapper un grand coup pour montrer son talent au monde du vin. Et cette occasion, elle va arriver avec un millésime qui va bouleverser l'histoire de Bordeaux et du vin, 1982. Le millésime 82 à Bordeaux commence assez tôt, avec un débourrement de la vigne dès la fin du mois de mars, et un mois d'avril chaud et ensoleillé qui va voir les vignes pousser avec vigueur. Mai et juin sont chauds et un petit peu orageux, avec quelques épisodes mineurs de grêle, mais la floraison se déroule sans encombre, et l'été va alterner chaleur et soleil avec quelques pluies opportunes pour une bonne maturation des raisins, qui va atteindre son optimum dans un mois de septembre idéal. Quand les vendanges commencent, on ramasse des raisins en parfait état sanitaire, avec des niveaux de maturité et de concentration jamais vus depuis des décennies. Et le millésime s'annonce très prometteur. Comme à son habitude, Robert Parker vient à Bordeaux au début du mois de mars, et quand il commence à compiler ses notes à son retour à Baltimore, les qualificatifs qui reviennent le plus souvent sont exceptionnel, blockbuster, fantastique, incroyable, hors du commun.
Cette qualité exceptionnelle, d'autres la pressentent également, et l'œnologue bordelais Émile Pénaud compare déjà le millésime à 61, 59 ou 47, quand le jeune critique français Michel Béthane annonce que c'est le meilleur depuis 1929. À Pétrus, Christian Moueix déclare à l'Américain en commentant son millésime 82 « C'est mon héritage, le meilleur vin que j'ai jamais fait ». Pour Robert Parker, qui le qualifie de « vin le plus parfait et le plus symétrique que j'ai goûté », pas de doute. Pétrus 82 est le premier qui mérite la note ultime de 100 points sur 100. Quant au millésime dans son ensemble, il résume sa position en une phrase en préambule de sa newsletter. « Je n'arrive pas à concevoir d'argument crédible à même de disputer le fait que 1982 est le plus grand millésime à Bordeaux depuis 61 et 59. » Mais tous les critiques ne sont pas de cet avis, et notamment aux États-Unis. Car 82 est un millésime de très bonne facture, certes, mais il a aussi produit des rendements élevés qui, intuitivement, ne sont pas synonymes de qualité exceptionnelle. Ensuite, de nombreux acheteurs et journalistes se rappellent des éloges excessifs des Bordelais sur leur millésime des années 70 et ils ne tiennent pas vraiment à se faire prendre une deuxième fois. Certains considèrent l'année moyenne, bonne mais un peu surcotée. Mais Parker n'en démord pas, et il exhorte ses souscripteurs à ne pas laisser passer cette occasion et leur recommande « Achetez autant de 82 que vous pouvez, car il n'y aura peut-être pas d'autres millésimes aussi grands en 50 ans. » Ses souscripteurs le suivent et les demandes en primeur affluent. En Angleterre, la maison Farr Vintners, fondée en 1978, va faire fortune en suivant les recommandations de Parker et devenir en quelques années l'un des principaux acteurs du marché anglais. Mouton Rothschild de 82, annoncé par Parker comme l'un des plus grands vins du millésime, sort à 170 francs la bouteille en primeur en 1983. À sa sortie sur le marché en 84, il vaut déjà 330 francs. Et quand l'Américain lui attribue définitivement la note suprême de 100 sur 100 en février 85, le cours de la bouteille monte à près de 750 francs. Un journaliste du magazine concurrent, le Wine Spectator, s'amusera d'ailleurs à calculer la valorisation moyenne du millésime sur la période allant de 83 à 2012. Et il en conclura que les grands vins de 82 se sont appréciés d'environ 2000%. La réputation de faiseur de roi et de fortune de Parker est en marche, et les critiques qui avaient sous-estimé la qualité du millésime vont peu à peu tomber dans l'oubli. Des années plus tard, en revenant sur l'origine de son succès, le critique américain commentera simplement « Le destin m'a souri ». Aujourd'hui, Mouton Rothschild de 82 vaut environ 1000 €, et c'est toujours un vin immense dont une bouteille en conditions parfaites mérite 2 bonnes heures de carafe pour révéler toute son ampleur et sa complexité. Au cours des années 80, l'activité de Parker se développe et il s'organise pour visiter plus souvent les régions qu'il aime couvrir. Au mois de mars-avril, il goûte les primeurs à Bordeaux avant de séjourner 2-3 semaines dans le Rhône et en Bourgogne. Il visite la Californie soit en janvier, soit en août, et revient en France et en Italie à l'automne. Mais avec sa notoriété grandissante, il est aussi de plus en plus exposé et ne peut plus laisser libre cours à son côté hédoniste. Après une soirée très arrosée lors d'une visite au domaine Tempier en Provence, il se promettra d'ailleurs de ne plus jamais se laisser aller. En 1984, avec 9000 souscripteurs, il arrête définitivement son métier d'avocat d'affaires pour se consacrer exclusivement à la dégustation. Son influence grandit à mesure que les cavistes américains utilisent de plus en plus ses notes pour vendre leurs bouteilles, mais elle commence aussi à faire grincer des dents. Robert Chadderdon, importateur aux États-Unis de Château Rayas, prendra d'ailleurs plaisir à le piéger en lui servant à l'aveugle 2 vins suisses que le critique prendra pour des Bourgognes. Les réactions à ces notes sont variables et vont de l'indifférence à l'évitement, voire parfois au conflit. Jacques Reynaud, propriétaire du Château Rayas, se serait une fois caché dans un fossé pour éviter d'avoir à accueillir le critique, qui lui était pourtant assez favorable, et d'autres, comme Lucien Lurton ou le Château Rosan-Segla à Margaux, refusent de le recevoir.
L'anecdote la plus célèbre remonte au début des années 80, après que Parker ait décrit le millésime 81 du célèbre Château Cheval Blanc à Saint-Émilion, décevant et médiocre. Ulcéré, le propriétaire Jacques Hébrard le fait contacter à son hôtel et exige qu'il vienne regoûter le vin au château. Le lendemain, Parker revient, et quand Hébrard ouvre la porte, son chien, un petit schnauzer plutôt irascible, vient mordre les mollets de l'Américain qui essaye de se débattre sous le regard impassible du vigneron qui, en guise de pansement, lui jette à la figure l'exemplaire de sa newsletter décriant son vin. Finalement, les deux hommes regoûtent, Parker reconnaît qu'il a été un peu sévère et remonte sa note, mais Hébrard ne l'invitera pas à goûter le 83 en primeur, même si les relations entre les deux hommes finiront par s'apaiser. A l'inverse, d'autres vignerons sont prêts à accepter la critique, même vive, comme le docteur Alain Reynaud du château Lacroix-de-Guay, dont Parker avait qualifié le 82 de pomerol à pique-nique. Dans une lettre adressée à l'Américain en réponse, il écrit « Ok, monsieur Parker. Après 2 semaines avec mes amis de comparaison entre mon vin et les autres, je me range à votre avis. Laissez-moi donc vous prouver que je peux produire un bon vin. » Dans les années suivantes, le château réduira ses rendements et affinera ses vinifications pour de meilleurs résultats, d'abord dans les bouteilles, mais aussi dans les pages du Wine Advocate. À la fin des années 80 et au début des années 90, le critique américain commence à être reçu avec une certaine déférence dans les plus grands châteaux, mais les critiques se font aussi de plus en plus nombreuses. On lui reproche un rythme de dégustation d'1 à 2 minutes par vin qui serait trop rapide et incompatible avec une analyse en profondeur. D'autres se plaignent de commentaires accusateurs sur la vinification, comme quand Parker sous-entend que certains vins seraient acidifiés. Les critiques anglais dénoncent cet Américain autodidacte qui se targue de tout savoir sur les vins français, de goûter plus que quiconque, et dénoncent un pouvoir d'influence grandissant et démesuré. Il faut dire que Parker aime cultiver son personnage, et il se targue de déguster plus de 10 000 vins par an, de se rappeler de chaque vin qu'il a goûté et de presque chaque score qu'il a donné. Il a tendance à surréagir à la moindre critique et à dénigrer tous ceux qui remettent en cause certains de ses jugements comme des jaloux de son succès. En 86, il investit avec son beau-frère Michael Hetzel dans une ferme de l'Oregon qui va devenir le domaine Beaufrère. Mais, pour éviter tout conflit d'intérêts, il s'engage à ne jamais publier aucune note sur les vins du domaine. Cela n'empêchera pas certains journalistes de remettre en cause l'intégrité de ses jugements sur les autres vins de la région en concurrence avec les siens. Un soupçon peut-être un peu excessif, mais je vous laisse juger. Mais les critiques ou l'animosité peuvent parfois aller beaucoup trop loin, surtout chez des esprits influençables, et Robert Parker et son équipe sont réellement inquiets quand ils reçoivent à plusieurs reprises des messages de menaces de mort sur le répondeur du bureau au mois d'octobre 1990. Une enquête sera diligentée, mais on ne retrouvera jamais l'auteur des menaces qui, heureusement, resteront sans suite. Il n'en reste pas moins qu'à l'aube de l'année 93, le Wine Advocate fête ses 15 ans avec plus de 130 000 vins dégustés, 29 000 souscripteurs, mais aussi 35 kilos de plus pour le critique. Cette année 93 voit le premier couronnement de sa carrière, qui advient par décision du président François Mitterrand, qui le nomme chevalier de l'Ordre national du mérite pour service rendu à la filière viticole française. Auréolé de cette distinction prestigieuse, la figure de Robert Parker devient incontournable et une véritable fanbase se forme. Mais cette année 93 marque aussi le premier gros écueil de sa carrière, avec ce que l'on va bientôt appeler l'affaire Faiveley. Robert Parker s'intéresse beaucoup aux vins de Bordeaux, mais aussi du Rhône ou de Californie, et il souhaite aussi étendre ses activités à la Bourgogne, même si la région lui apparaît comme beaucoup plus difficile à naviguer. Avec la généralisation de la mise en bouteille des vins au domaine dans les années 70 et surtout dans les années 80, le niveau des vins augmente, même si la région offre toujours des variations qualitatives d'un producteur à l'autre
au sein d'une même appellation qui peuvent s'avérer déroutantes. Ces méthodes surprennent les Bourguignons, peu habitués à voir un critique débarquer et noter chaque vin en tout juste 1 minute, au point qu'après son départ, ils regoûtent souvent les vins pour comparer leurs notes aux siennes à la sortie du prochain numéro. Un des chevaux de bataille de Parker, particulièrement sensible en Bourgogne, est la filtration, qu'il considère comme une aberration qui dénude et décharne les vins. Or, quand Gérard Potel lui glisse en 1985 qu'il s'autorise parfois une légère filtration, le critique américain écrit dans sa newsletter que c'est une pratique courante au domaine de la Pousse d'Or et les ventes aux US s'en ressentent immédiatement. Dépité et agacé, le vigneron piégera le critique l'année suivante en lui servant 2,85 du même cru, l'un filtré, l'autre non, devant un autre journaliste. Potel expliquera que non seulement Parker n'aurait pas réussi à discerner les deux, mais qu'il aurait préféré le vin filtré. Piqué au vif, Parker ne serait ensuite jamais retourné à la Pousse d'Or. Quand on l'interroge sur cet épisode, le critique prétend que ça n'est jamais arrivé. Mais avec son influence grandissante, il fait de la lutte contre la filtration son cheval de bataille et se met à critiquer ouvertement les distributeurs qui ne font pas pression sur les domaines pour changer leur façon de faire. Et c'est bien ce genre de comportement qui lui vaudront de nombreuses critiques d'ingérence et d'influence sur le style des vins. La relation de Parker avec la Bourgogne est compliquée et manifestement frustrante pour le critique qui, s'il a octroyé dès 90 100 points au Mazy-Chambertin 85 des Hospices de Beaune élevés par Madame Leroy et à l'Attache du même millésime, est aussi capable de déclarations comme celle-ci, pour le moins clivantes. Les vins de Bourgogne sont parfaits pour les masochistes. Il faut beaucoup souffrir pour ressentir du plaisir. Mais le point de rupture est atteint avec la parution d'un commentaire dans l'édition 93 du Parker's Wine Buyer's Guide, sur la maison Fèvelet. Les notes, dans l'ensemble, sont bonnes. Mais en conclusion de sa présentation du domaine, le critique glisse cette phrase lourde de sens et qui fait l'effet d'une bombe chez les distributeurs du domaine. On continue de rapporter que les vins de Fèvelet goûtés à l'étranger sont moins riches que ceux goûtés au domaine. Une réflexion que je me suis faite également. Pour François Fèvelet, pourtant en bon terme avec le critique, c'est clair, on l'accuse de trafiquer son vin. Et il attaque Parker et son éditeur en diffamation. L'affaire sera finalement réglée par un accord à l'amiable, mais le critique sera obligé de publier un démenti et de faire modifier la mention dans son guide. Selon toute vraisemblance, Parker, qui avait eu l'occasion de visiter des entrepôts, notamment au Texas, avec toit en tôle et sans air conditionné, était bien conscient que le problème venait très certainement du transport et du stockage, mais il considérait que c'était de la responsabilité du domaine. Pour la journaliste américaine Erin McCoy, il s'agit surtout d'une incompréhension liée à la différence culturelle. Mais pour ma part, je pencherai plutôt pour une petite provocation écrite à dessein dans le but de faire réagir le domaine. Ce qui est sûr, c'est que Parker lui-même ne s'attendait pas du tout à recevoir une convocation au tribunal et qu'il cessera de noter les vins de Bourgogne pour le Wine Advocate avant de laisser la place à l'un de ses collaborateurs, Pierre-Antoine Rovani. Peut-être encore amer du traitement que lui avait réservé Fèvelet et dans son esprit la Bourgogne dans son ensemble, il décrira dans son guide suivant la région comme un champ de mine. Que l'on critique ses opinions trop tranchées, ses jugements trop durs ou trop élogieux, ou son influence trop grande, il n'en reste pas moins que même ses ennemis n'ont jamais vraiment attaqué directement le critique américain sur son intégrité professionnelle. Quand il allait au restaurant rejoindre des producteurs, s'il goûtait le vin qu'ils avaient amené, il payait régulièrement la note. Et le célèbre vigneron italien Angelo Gaia raconte que c'était l'un des seuls journalistes à ne pas laisser son coffre de voiture ouvert en venant goûter au domaine, quand d'autres s'attendaient à repartir le coffre rempli de caisses gracieusement offertes, sans avoir eu besoin d'en faire la demande. Le véritable pouvoir de Parker de faire les prix à travers ses notations,
Jean-Guillaume Prats, du château Cos d'Estourne à Saint-Estèphe, le fait remonter au millésime 95. Et dans les années qui suivent, le marché va bien vite réaliser qu'une différence de quelques points dans la note a un impact immédiat sur son prix, et pour les châteaux et les domaines, cette différence peut se chiffrer en dizaines ou en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Le poids de Parker dans l'industrie viticole est devenu majeur, et son importance est encore renforcée par le président Jacques Chirac, qui lui décerne la Légion d'honneur le 22 juin 1999. Le dernier grand tournant de sa carrière, c'est certainement le millésime 2000, qui va alimenter pendant 15 ans les débats sur la fameuse parkerisation des vins. Une notion sur laquelle on reviendra en deuxième partie. C'est l'éclosion de ce que l'on va appeler les vins de garage. Les vins de garage, ce sont des petites productions de vignerons souvent établis récemment dans le Bordelais, et tout particulièrement sur la rive droite autour des communes de Pomerol et de Saint-Émilion. Ce sont des vins issus de raisins vendangés à haute maturité, vinifiés avec une extraction plutôt élevée, selon des techniques modernes, et avec une influence marquée du bois neuf. Celui qui est considéré comme la figure de proue du mouvement, c'est Jean-Luc Cunevin et son château Valandreau. Mais on associe aussi à cette mouvance des vins comme la Mondotte, le Pin, Gracia, Rolle-Valentin ou le Dôme. À partir du millésime 2000, ces vins vont bousculer l'ordre établi des grands châteaux historiques dans le palmarès du Wine Advocate. Et des millésimes de nouvelles propriétés comme Péby Faugère ou de micro-cuvées comme la Mondotte vont obtenir la consécration suprême des 100 points. Pour de nombreux observateurs à Bordeaux et ailleurs, c'est la consécration des vins œnologiques par rapport aux vins de terroir, personnifiée par l'œnologue bordelais Michel Roland, ami de Robert Parker depuis 1982, et que dénoncera, non sans tomber dans la caricature, Jonathan Nossiter dans son documentaire Mondovino sorti en 2004. En 2002, Parker est vertement critiqué par de nombreux châteaux après des notes et des commentaires jugés décevants et négatifs sur le millésime 2001. Étonnamment, une réponse à ces attaques vient du critique français Michel Béthane qui fait remarquer avec malice « Parker fait son boulot. Le problème, c'est la place de Bordeaux qui a contribué à créer cette situation. Quand il a aidé à vendre le millésime 2000, personne ne s'est plaint. » 2002 est une année difficile pour Parker, qui, non content de faire face à ses critiques, doit aussi gérer une sombre histoire de fausses factures présumées qu'aurait émise son assistante dans son dos, et il est victime d'un accident en traversant les Cévennes quand une inondation soudaine manque d'emporter sa voiture. De plus, suite à une lourde chute à vélo, celui qui a fait assurer son sens du goût et de l'odorat pour plus d'1 million de dollars craint de subir le même sort que le marchand anglais Harry Vogue, qui avait perdu le goût après un accident de voiture dans les années 60. Heureusement pour Parker, il n'en sera rien, et il a continué à déguster jusqu'au début des années 2010, avant de finalement vendre une grande partie de ses parts dans le Wine Advocate à un groupe singapourien en 2012. Et en 2019, le Wine Advocate a été revendu au guide Michelin, qui le détient aujourd'hui. Pour sa part, Robert Parker est aujourd'hui retraité des dégustations, il a mis en vente une grande partie de sa cave, et il vit toujours dans le Maryland, près de Baltimore. C'était la première partie de ce récit, où l'on revenait sur l'histoire et la carrière de Robert Parker. Une histoire complexe et fascinante, à la hauteur du personnage, et qui, je l'espère, vous aura intéressé. Quoi que l'on pense de ses notations, de son influence réelle ou supposée, et de son rôle dans les transformations du monde du vin ces 40 dernières années, Parker a été un acteur majeur de cette histoire, et pour mieux comprendre ses évolutions, il faut s'intéresser de plus près à son travail. C'est pourquoi dans la deuxième partie de ce récit, on abordera plus spécifiquement les critiques formulées à son encontre et on analysera ses notes et ses prises de position. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour ce qui sera le 12e et dernier épisode de cette 3e saison. À bientôt!